Parfait. Bah, écoutez, je vous propose que nous commencions. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de l'IFEP consacré au thème suivant, développer les qualités relationnelles des soignants pour améliorer l'expérience patient. On a le plaisir d'avoir deux intervenantes pour ce webinaire. Je vous remercie d'accueillir Armelle Nicolas Robin, que je vais laisser se présenter brièvement. Bonjour, donc Armelle Nicolas Robin, je suis médecin, réanimatrice de formation et depuis 7 ans formée à la médecine palliative que j'exerce à l'hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris. Merci d'être avec nous, Madame Nicolas Robin, et on a aussi le plaisir d'avoir Laurence Rocher. Laurence, Oui, je vous laisse vous présenter à bonjour, votre tour. merci Ama. Désolée pour la qualité de ma voix qui n'est pas celle que j'ai d'habitude. Voilà, donc mon nom est Laurence Rocher, je suis radiologue et j'exerce actuellement comme chef de service dans le service de radiologie d'Antoine Béclair à Clamart. Merci Laurence d'être avec nous et de braver l'extinction de voix pour malgré tout partager avec nous votre expérience sur le sujet du jour. Alors, pour ne pas déroger à la tradition, je commence par donner quelques informations générales sur l'IFEP, puisque à chaque session, nous avons de nouvelles personnes qui nous rejoignent. L'IFEP, c'est donc une association qui se mobilise pour faire en sorte que l'expérience patient soit explorée dans toutes ses dimensions et surtout pour faciliter l'appropriation de ce sujet auprès de l'ensemble des acteurs du système de santé, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient usagers du système de santé, ou même qu'ils soient engagés dans la régulation du système de santé. C'est donc un centre de ressources, c'est une plateforme d'échange et c'est surtout un endroit où on réfléchit ensemble à toutes les manières possibles d'améliorer l'expérience patient. Et donc ces webinaires en sont une déclinaison, une forme d'illustration. Et donc chaque mois, un nouveau thème. Et aujourd'hui, c'est un thème important puisqu'on va se consacrer à la question des qualités relationnelles des soignants et dans quelle mesure ces qualités relationnelles peuvent avoir un effet sur l'amélioration de l'expérience patient. Et de ce point de vue, force est de constater que c'est un thème qui a un intérêt certain pour la majorité des soignants parce que de manière répétée, on dit que l'expérience patient dépend des relations qui se nouent entre les professionnels de santé et les patients. Peut-être même davantage que du point de vue de leur prise en charge clinique, parce qu'ils n'en sont pas toujours, enfin les patients ou les usagers ne sont pas toujours en capacité de faire une évaluation précise de ce qu'ils auraient dû recevoir comme soins, alors que sur le plan des relations, on va dire, leurs critères d'évaluation sont ceux qu'ils ont dans la vie de tous les jours, et ils sont dans une situation de vulnérabilité parfaitement sensible à la qualité de ces relations qu'ils peuvent développer avec les soignants. Donc voilà, pour nous, c'est un thème vraiment important. On est ravis d'avoir la chance d'avoir deux témoignages et deux expériences avec nous. Et on va commencer avec vous, Laurence, et on va vous laisser partager votre diaporama. Donc, je vous cède tout de suite la parole, Laurence. Merci beaucoup. Alors, tac, 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 mon petit zoom est où? Mon petit zoom est là. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on le voit. Parfait. Voilà, donc on va là, pendant le quart d'heure qui va suivre, effectivement, s'attacher aux relations qui se tissent entre un patient qui vient passer un examen radiologique et toute une équipe de soignants dans un service de radiologie, pas que sur le plan de la médecine, des médecins radiologues.
Alors, et on va partir d'un cas concret très habituel et absolument banal, qui est un patient de 50 ans qui consulte son médecin traitant pour une toux. L'examen est normal. Alors, il a pris un rendez-vous dans un cabinet de ville pour faire une radio. Et puis, voilà, il y a une opacité, il faut faire un scanner. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ce patient? Eh bien, maintenant, souvent, il va sur Doctolib. Maintenant, s'il est attaché un peu au service public, il se rend compte que voilà, peut-être que s'il n'y aura pas de dépassement, etc., il va essayer d'aller à l'hôpital. Peut-être qu'il va penser que voilà, il y aura aussi des compétences particulières dans un service un peu dédié et commence un petit peu le parcours du combattant. Est-ce que ça, il va prendre rendez-vous directement, il va se présenter? Est-ce qu'il va téléphoner? On sait bien tous les écueils que peut présenter un patient qui téléphone pour prendre un rendez-vous par téléphone. Et en plus, souvent, on va dire, ah ben non, ça ne prend pas les rendez-vous par téléphone. Donc, il faut venir vous déplacer, il faut faxer la demande d'examen, etc. Donc, vous voyez, on peut avoir plein de difficultés pour prendre un rendez-vous. Même en tant que responsable de service, on en a bien conscience. Il se retrouve finalement donc, au niveau du rendez-vous parce qu'il n'a pas réussi à prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone. Et donc là, il a un accueil, il y aura peut-être un peu d'attente. Et puis, le jour de l'examen, eh bien, il va se présenter à l'accueil d'un service, que j'ai représenté ici, et puis après, dans une salle d'attente, avec une salle de préparation. Alors, entre-temps, il a vu les personnes de l'accueil. Alors là, j'ai quelque chose qui arrive sur mon écran que je vais essayer de déplacer. Voilà. Est-ce que vous êtes gêné par le petit truc qui arrive là? C'est bon? OK. Et donc, il y aura effectivement des explications par le manipulateur radio qui va donc lui poser une perfusion et puis lui expliquer qu'on va passer un produit de contraste et qu'il ne faudra pas respirer pendant l'examen. On va réaliser l'examen. Et alors là vient le temps médical. Et alors là, c'est un peu le flou dans certains cas, et en particulier à la console. Qui est à la console dans ces cas-là? Eh bien, ça dépend. Hein. Ça peut être un interne qui est on peut dire quelqu'un en formation qui n'a pas encore passé sa thèse et qui va qui est encore un radiologue junior, on appelle ça, ou un radiologue senior. Quand on est à l'hôpital, l'organisation elle est vraiment multifactorielle et voilà, on n'est pas toujours H24 à la console parce qu'on est dérangé pour de nombreuses tâches d'avis, des tâches d'organisation, d'enseignement, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a voilà, des organisations différentes qui fait que l'après-examen, eh bien, il va varier beaucoup en fonction des services et des pathologies. Est-ce qu'on lui a proposé de voir un radiologue? Est-ce qu'il va oser demander à voir un radiologue? Est-ce qu'il a une affiche où on lui dit, vous pouvez voir un radiologue? Très souvent, on va dire, si vous êtes à l'extérieur, si vous ne consultez pas à l'hôpital, vous viendrez chercher dans 48 heures vos résultats, ce qui l'oblige à se déplacer une nouvelle fois. Ou alors, vous prenez votre CD, on enverra le compte rendu au médecin traitant. Ou alors, vous allez sur le compte radio machin truc muche, vous téléchargez vos images et votre compte rendu. Voilà. Et puis alors, voilà ce qui peut se passer. Il revient, et puis il lit dans le compte rendu, masse pulmonaire maligne avec adénopathie. Voilà. Et dans ces cas-là, il va appeler son médecin traitant, mais enfin, c'est quand même, si c'est un diagnostic qui n'est pas accompagné, ça peut être très difficile pour lui. Il peut avoir peur et donc ne pas prendre rendez-vous du tout et se mettre donc, la tête sous le tapis. Il peut faire une TS, c'est déjà arrivé. Il peut aussi être accompagné en disant que le radiologue dit, voilà, il y a quand même quelque chose de est-ce que vous voulez qu'on vous aide dans votre prise en charge après? Est-ce que vous voulez qu'on joigne votre médecin traitant pour accélérer votre prise en charge? Ce qui va quand même lui faciliter la vie et je crois que c'est vraiment ce que demandent les patients. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on a des machines très performantes, on coupe en tranches très très fines, très rapidement. Mais justement, ce côté très rapide a des contraintes aussi, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de patients pour rentabiliser les machines qui sont achetées et on n'a plus le temps de faire tout en direct. Voilà, par exemple, voilà, une liste de travail. Vous voyez, j'ai caché les noms, bien sûr, mais ça, c'est une demi-journée de travail. Et dans ces petites lignes, il y a en général 1500 images à regarder. Et donc, on ne peut plus travailler en ligne, en direct, comme on avait l'habitude de le faire au fur et à mesure des années. Les temps se sont raccourcis et on a 4-5 patients par heure. Et donc, c'est très difficile de travailler en direct.
surtout dans un CHU où il y a en même temps la formation d'un junior et c'est notre fonction. Et donc, lesquels, dans tous ces patients, vont avoir besoin d'un contact plus personnalisé. Ce sont bien sûr ceux qui le désirent, ceux chez qui a été découvert une lésion grave, mais encore faut-il l'avoir découvert dans un temps utile, ou une lésion inattendue. Mettons une embolie pulmonaire qui nécessite un traitement rapide, alors que le patient est déjà reparti. Eh bien, c'est difficile parce que si on n'a pas son bon numéro, si son portable n'est pas allumé, eh bien, on va avoir beaucoup de mal à le joindre, hein, et même à joindre souvent le médecin qui nous a adressé le patient. Il y a des cadres réglementaires, hein, surtout dans la préannonce, hein, et actuellement, donc, il y a de la jurisprudence. La jurisprudence, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle est surtout sur le fait quand il y a une absence que le patient n'est pas prévenu d'une anomalie, n'est pas sur la violence d'une préannonce. Une mauvaise nouvelle, bien sûr, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, qui modifie radicalement et négativement l'idée que se fait de son avenir. Et moins on se doute de la gravité, et plus ça va être assez très, très délétère. Et par moment, en radiologie, c'est l'inverse. Une mauvaise nouvelle, ça peut être que l'examen est normal alors que le patient a mal et qu'on ne comprend pas pourquoi. Il y a des phrases en radiologie, entre guillemets, qui tuent. C'est une petite plaquette qui était faite par Liliane Olivier, qui était une pionnière dans la relation patient en imagerie. Hein. Voilà, et ces petites plaquettes ont été éditées un bon nombre d'exemplaires et diffusées à l'occasion de Journée française de radiologie. C'est juste un petit cancer, ne pleurez pas. Comment se fait-il que vous n'ayez pas consulté plus tôt? La culpabilisation, etc. Il faut savoir que l'imagerie médicale maintenant est complètement intégrée au dispositif d'annonce, ça c'est pour le plan cancer, avec une individualisation de la préannonce en radiologie. Et voilà, personnellement, je fais partie des groupes de travail à l'INCa pour le formaliser. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme petites phrases qui vont être difficiles? J'ai passé mon scanner et dans la queue de la cafétéria, j'ai entendu un médecin en blouse blanche qui dit à un autre collègue: ah oui, tu as vu le scanner de monsieur Dupont, il faut l'inscrire hors CP, il fonce ses métastases. Le patient m'a demandé la tumeur du foie est-elle connue? J'ai entendu dans la porte de la salle d'attente qui était entrouverte, elle a le foie métastatique vu son âge. Il n'a pas bu que de la badoire. Enfin, voilà, tout ce genre de choses, vous voyez, qui peuvent être absolument délétères pour les patients. Il n'y a pas de recette, c'est ce que j'enseigne donc aux plus jeunes, il n'y a pas de recette pour annoncer les choses. Il faut bien prendre connaissance du dossier qui actuellement est informatisé. La difficulté, c'est pour les patients qui sont complètement externes. Et il faut savoir, avant tout, savoir ce que le patient connaît de son état. Quand on est en échographie, on a le patient sous la main et donc souvent il est allongé dans une pénombre, ce qui facilite souvent le dialogue. Hein. Et ce qui est important, c'est d'accueillir tout patient de façon professionnelle, éviter des attitudes désinvoltes, savoir se présenter. Je suis interne, je suis senior. Pas forcément de faire de plaisanterie, parce qu'après, ça va être très difficile quand on voit plein de boules dans le foie de revenir et de passer sur un ton beaucoup plus sérieux. La badinerie n'a pas de place dans l'examen médical. Hein. Il faut savoir se contrôler quand on voit quelque chose d'anormal. Et pour les jeunes, c'est difficile. Hein. Et donc, et savoir commencer à préparer cette préannonce. Hein. Donc, il y a le temps de l'analyse et après le temps du dialogue en échographie. En scanner et en IRM, en radio standard, il y a en général un délai qui permet de se préparer. La difficulté, c'est effectivement de pouvoir avoir accès au patient s'il n'est déjà parti. Hein, et donc, sinon, c'est compliqué parce qu'il faut aller le chercher, le dire de revenir pour pouvoir lui parler. C'est vrai que la plupart des cancers, en fait, vont avoir des études diagnostiques. Donc, on ne peut pas affirmer un cancer à l'imagerie. Hein, le plus souvent, il y aura des marqueurs, des biopsies, d'endoscopie, etc. Attention, pour ce dialogue, il ne faut pas avoir n'importe quel lieu, et ça c'est une revendication de toutes les associations de patients, d'avoir une salle de confidentialité qui n'est pas présente dans tous les hôpitaux. Et moi, à Béclair, quand je viens d'arriver depuis un an et demi, il n'y a pas de salle vraiment dédiée de confidentialité qui était prévue au départ dans les travaux de ce service. Donc il faudra le créer à l'avenir. Hein. Donc il faut faire attention aux portes ouvertes. Les cabines, c'est un pis-aller. Ça peut être quand même un lieu un peu intime. Il y a des salles de confidentialité qui sont complètement désertées des services, dans lesquelles finalement on a fait de l'empaquetage de caisses parce qu'on n'avait pas d'autre endroit où les mettre. Il faut savoir s'asseoir pour parler et sans table, sans barrière physique qui vont en général plutôt gêner la relation que
Ils vont peut-être rassurer faussement le médecin, mais ça va, en général, ce n'est pas souhaitable. Il faut éviter la fuite. Il faut éviter de faire récupérer un compte-rendu inquiétant par le patient sans explication. Il faut éviter bien sûr le mensonge. Il faut éviter la brutalité de l'annonce, les adjectifs qualificatifs inquiétants. Tout ça, ce sont des termes que j'enseigne aux jeunes médecins en formation. Il faut éviter d'informer les proches. Il faut éviter de ne pas écouter des réactions émotionnelles. La culpabilisation, bien sûr, est hors de question, mais elle existe encore quand on écoute les patients. La banalisation également existe encore. La réassurance à tout prix n'a pas lieu d'être. Et en tant que radiologue, on n'a pas à se substituer au clinicien de façon à dire vous allez passer par telle étape, la chimio, etc. Parce que finalement, vous pouvez très bien vous tromper. Et voilà. Et donc, ça va être une préparation à tort. Et encore une fois, il y a des patients qui ne désirent pas du tout avoir des informations. Il faut juste organiser son parcours. Et s'il ne veut pas avoir l'information, vous ne lui en donnez pas. Donc voilà, c'est important d'avoir qu'est-ce qu'on dit. Eh bien, il faut éviter le jargon médical et préparer avoir une phrase quand même intégrée en soi-même pour dire voilà, je peux dire telle et telle chose. Des phrases pas toutes faites, mais de parler de situations difficiles, de dire qu'on est à leur écoute et on leur donne des coordonnées, nos coordonnées pour qu'on puisse nous joindre. Voilà. L'empathie non verbale est importante aussi. Ne pas hésiter à avoir des gestes d'empathie que le patient, en général, va beaucoup apprécier parce qu'il ne va pas se sentir tout seul à ce moment-là. Les phrases que je suggère aux plus jeunes, c'est est-ce que vous désirez être accompagné? Là, le patient comprend qu'il y a des choses qui ne vont pas être faciles. Laisser un temps de silence aussi, c'est très important. Commencer à aborder les choses en disant vous voyez que l'examen était assez long et je me suis plus concentrée sur un organe qui n'est pas normal. Voilà. La maladie sérieuse, le mot de cancer comme ça de vive voix, ce n'est pas forcément adapté. Par exemple, quand c'est un cancer, mais il n'y a pas que des cancers qui sont des maladies graves, bien sûr. Alors actuellement, il y a toute une problématique qui n'en est pas, mais qui est le compte-rendu en ligne, qui est une façon de faire adopter par de nombreux des services, des gros services de radiologie, des grosses cliniques, des gros hôpitaux privés, et qui ne sont pas forcément évidentes pour un patient qui est chez lui ou dans la rue pour recevoir un compte-rendu qui est péjoratif. Donc, ça va probablement poser à l'avenir quand même des problèmes médico-légaux et des problèmes de vécu de patients. Mais au moins, ils auront leur compte-rendu, il n'y aura pas de problème de défaut d'information, par contre. Il y a des avantages également. Là, je vais juste vous parler un petit peu je vais vous montrer 2 petites scénettes qu'on avait réalisées à l'occasion des journées de radio pour montrer un peu comment on peut être dans une situation difficile dans le cadre d'une pré-annonce radiologique. Donc, ça va être assez court. Donc, ces scénettes avaient été faites avec des médecins de Béclair et de Bicêtre et des acteurs qui avaient été embauchés à l'occasion, un preneur de son et une réalisatrice. Alors, il se passe, c'est une jeune femme en fait qui a passé une IRM parce qu'on avait vu une masse à l'échographie, et c'est une masse qu'on appelle une hyperplasie nodulaire focale, qui est une masse bénigne du foie. Et donc, il va falloir lui dire que c'est une masse bénigne. Bonjour madame, donc vous vouliez me voir suite au résultat de l'IRM, c'est ça? Si j'ai bien compris, oui. Vous aviez fait une première échographie, c'est ça? Vous aviez un peu mal au ventre, du coup on a trouvé qu'il y avait peut-être une petite chose sur le foie. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on faisait l'IRM. D'accord. Vous plaignez de rien ça... J'ai mal, mais sinon... Vous avez mal, d'accord. Donc là, l'IRM aujourd'hui, elle est parfaitement elle est rassurante. Il y a bien quelque chose sur le foie. Il y a quoi? Il y a quelque chose qu'on appelle une HNF, donc c'est une hyperplasie nodulaire focale. Je vous parle chinois, mais tout ça pour vous dire que c'est une tumeur bénigne. J'ai une tumeur alors. Alors c'est une tumeur, c'est pour dire une boule sur le foie, mais c'est une lésion bénigne, donc vraiment il y a. Mais elle est grosse cette boule? Elle fait 2 cm, mais c'est gros. Il y a rien. Oui, c'est un petit peu gros, mais il y a rien à faire. Il y a pas besoin. On peut pas l'enlever. Non, il n'y a pas besoin de l'enlever en fait. On pourrait vous l'enlever, il n'y a pas besoin parce que c'est pas grave. On n'a même pas besoin de surveiller, c'est vraiment pas grave. Ça va madame? Non, vous êtes en train de me... Alors, calmez-vous. Respirez calmement. Respiration profonde. Mais je vais mourir, je vais... Non, pas du tout, c'est quelque chose de bénin. Vous voulez que j'aille vous chercher un verre d'eau? Je sais pas, non, Attendez, je vais vous chercher un verre d'eau. Essayez de respirer calmement. La respiration profonde. On souffle. Alors, bougez pas, j'arrive. Je vais vous chercher un verre d'eau. Alors,
Bonjour madame. Là, c'est la diapo Bonjour d'après, madame, pardon. donc vous vouliez me Donc voir voilà, suite au là, résultat c'est par de exemple, on avait mimé une attaque de panique pour une annonce qui en fait aurait dû se passer tout à fait simplement. Et ça, c'est pas si rare que ça, parce que le mot tumeur fait toujours peur. Hein, tumeur avec aussi voilà, le mot, l'idée qu'on peut avoir d'une tumeur, bien sûr. Et c'est pas toujours simple. Et donc, c'est important d'être une équipe. En général, les patients qui font des attaques de panique, ils montrent des signes d'anxiété avant. C'est important de sensibiliser l'équipe pour voir, de savoir reconnaître les états d'anxiété chez les patients, savoir écouter. Et là, vous voyez, il faut éviter les injonctions calmez-vous, il faut savoir aller chercher de l'aide, ne pas laisser la patiente seule comme il avait été fait là, et relativiser sans dirigisme. Mais ce sont des situations qui peuvent être compliquées. Donc voilà. Après, une autre situation avec là, pour le coup, une annonce plus difficile, puisqu'on a sur cette mammographie à l'évidence un cancer du sein. Et On donc, avait un petit voilà. décalage tout à l'heure, Laurence. Pardon? Tout à l'heure, on avait un petit décalage entre la voix et D'accord. l'image. On va Vous voulez que réessayer. j'arrête? Non, mais on va réessayer comme ça. Mais de toute façon, on enverra le diaporama à la suite du webinaire. La mammographie. Si on fait un petit résumé, vous étiez venu pour l'exploration d'un nodule que vous avez palpé dans votre sein. D'accord ? Ce qui a motivé votre médecin généraliste. Répondez. Merci pour venir. Excusez-moi. Allô ? Tout de suite, je suis avec une patiente, là c'est un peu difficile. Et donc votre médecin généraliste a dit il faut en savoir plus sur cette boule que vous êtes palpée dans le sein, allez faire une échographie, une mammographie. C'est là qu'on intervient. Et cette boule. Florian, je suis désolée, madame. T'as la pause de hameçon, t'attends depuis 2 heures là déjà, tu vois. Donc, ouais, là, voilà. Je termine avec madame et puis. Ouais, je termine avec madame et puis j'arrive dans 5 minutes, tu lui dis. Okay, désolée. Cette formation dans votre sein, on a réussi à en savoir un petit peu plus grâce à l'échographie et à la mammographie. Et elle a des critères qui sont un petit peu inquiétants quand même. On a une classification qui nous permet de dire est-ce que ça c'est inquiétant ou pas. Excusez-moi. Allô ? Ouais, je sais, j'ai 2 petites choses à finir et je suis avec une patiente là, je termine avec madame et j'arrive. Ouais. Donc vous avez trouvé quelque chose? On a trouvé quelque chose, on a confirmé le nodule que vous palpiez et ce nodule malheureusement a des critères suspects pour nous radiologues, d'accord ? Et donc, allô ? Non, pas tout de suite, je peux te rappeler dans 1 heure ? Ok, à tout à l'heure. Compte tenu des caractéristiques un peu suspectes de ce nodule sur la mammographie, oui. il va falloir aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire la Martin qui fait une réaction à l'oscan. J'arrive tout de suite. Il va falloir aller plus loin pour ce nodule. On ne peut pas s'arrêter là, il va falloir faire une biopsie. Donc, mes secrétaires vont nous envoyer une date de biopsie, on se reverra ce jour-là. On en saura un petit peu plus après. Ok ? Excusez-moi, je dois y aller. Au revoir, madame. Mais vous me laissez comme ça, là Je dois y aller, pardon. Voilà, donc là, il n'y a pas que le dérangement. Vous voyez, bien sûr, ce ne sont pas des exemples, c'est des mauvais exemples, hein, mais c'est important, c'est pour montrer d'abord, premièrement, que les radiologues ont bien conscience des difficultés qu'ils ont à réaliser ce dialogue de temps en temps avec des patients. Pourquoi aussi? Parce qu'ils sont très dérangés et donc ça limite aussi leur concentration. Donc il faut savoir donner ce qu'on appelle le DECT, le téléphone professionnel à quelqu'un d'autre quand on fait ce genre de choses. Ça, ou l'éteindre le portable, mettre une affichette sur la salle pour ne pas déranger, et donc que l'équipe autour soit formée et pas laisser un patient bien sûr tout seul sans le raccompagner. Hein. Donc là, il y avait donc plusieurs vidéos à l'occasion de cette topo de la Société française de radio. Hein. Là, je vous en ai donné que 2, mais c'est pour vous montrer, voilà, que les radiologues se sentent concernés, bien sûr, par ce dialogue avec les patients, qui ne sont pas forcément les possibilités toujours matérielles en termes d'organisation pour pouvoir voir chaque patient après l'examen, parce que voilà, il y a vraiment un problème de temps, surtout à l'hôpital où il y a en même temps des gens à former, et donc, mais que c'est vraiment une préoccupation essentielle dans leur travail quotidien,
On forme donc tous les ans et on montre voilà, toutes les vidéos avec les écueils aux internes de radiologie. Donc chaque promotion d'internes de radiologie en France, pas que en Île-de-France, voilà, a cette sensibilisation au dialogue avec le patient. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire et de résultats à avoir pour que les choses s'améliorent. Donc, je pense que d'abord, ça viendra beaucoup des patients, et ce seront les patients qui feront beaucoup bouger les radiologues. C'est souvent comme ça que ça se passe. Le facteur temps, donc ça doit vraiment nécessiter une organisation bien adaptée au parcours, pressenti du patient. Et à l'hôpital, vraiment, je trouve que c'est très important que les radiologues seniors donnent l'exemple, encadrent et forment les plus jeunes à chaque fois qu'ils voient un patient, un junior avec. Merci à tous. Merci beaucoup, Laurence. Et puis, pour nos participants, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans le chat, soit dans l'outil qui permet de nous adresser vos questions. C'était intéressant vraiment qu'on ait cet exemple avec la population de radiologues, parce qu'on est typiquement sur une profession qui est un peu intermédiaire, dans le sens où elle intervient à un moment donné du parcours, et cet enjeu de relation par rapport, comme Laurence, vous nous l'avez montré, à des situations qui peuvent être de graves à plus anodines, de toute façon, elle requiert une qualité dans l'interaction avec les professionnels de santé. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que je sais que vous ne pourrez pas rester avec nous jusqu'au bout, mais vous nous avez dit que vous faites en sorte que… Ne vous inquiétez pas. Ça va alors. Les internes donc, sont sensibilisés. Est-ce que vous diriez que, puisque en radiologie, il y a ceux qui relèvent des médecins, mais il y a aussi ceux qui relèvent des manipulateurs radio, qui eux aussi sont en interaction avec les patients, est-ce que vous diriez que dans la formation initiale de ces professionnels, il y a une place suffisante qui est faite à cet enjeu de l'interaction, des relations qu'il faut veiller à entretenir avec le patient? Alors, à l'école des manipulateurs, alors, dans les services de radio, il y a plusieurs types de professionnels de santé. Hein. Il y a bien sûr les agents d'accueil qui peuvent être, de temps en temps, ce sont les manips qui sont à l'accueil des services de radio. Sinon, ce sont souvent des aides-soignants. Voilà. Et donc, les aides-soignants ont quand même une formation qui, en général, dans la relation avec le patient, ils sont beaucoup en stage dans leur formation. Les manipulateurs radio sont également énormément en stage dans leur, donc, en fait, comment ça se passe? C'est beaucoup le compagnonnage, et donc qui crée l'apprentissage. Moi, j'interviens à l'école, par exemple, de Mani, essentiellement aussi pour, pas forcément pour la relation, mais beaucoup pour les problèmes juridiques éventuellement qui peuvent se poser. Okay. Mais en insistant, pour le coup, vu mes préoccupations et ce que je vois en fait sur les plaintes que je vois dans les services, en insistant beaucoup sur l'information, la relation, donc quand je fais un cours de 3 heures à l'école de Mani. Voilà. Parce que finalement, c'est vraiment… on se rend compte que la plupart des problèmes qui sont dans la jurisprudence sont au départ des problèmes de communication. Et donc, c'est vraiment essentiel d'avoir de plus en plus de transparence, de plus en plus de lisibilité sur le parcours. En imagerie, c'est devenu, au fur et à mesure des années, de plus en plus compliqué parce que avant, quand moi je suis arrivée sur le marché du travail en imagerie, il y avait une IRM sur toute l'île de France. Et voilà, il y avait un scanner par CHU. Et on avait un scanner toutes les demi-heures. Donc, il n'y avait pas ce souci-là réellement, honnêtement. Et en fait, la difficulté est liée vraiment au turnover qui s'est énormément accentué. Alors, on s'est adapté pour passer beaucoup de patients. Et derrière, le problème du rendu, je trouve, et la relation en empathie. Tout compter en imagerie. Vous voyez comment fonctionnent on dit, vous avez besoin de tant de radiologues pour faire
pour interpréter ton 2 scanners. Oui. On n'a pas de, il y a des consultations en imagerie, par exemple pour la radiologie interventionnelle, mais tout le dialogue qu'on peut avoir avec le patient qui peut nous prendre du temps, enfin moi qui me prend beaucoup de temps, il n'est pas du tout comptabilisé ni valorisé. Ok, eh ben c'est noté. C'est vrai que c'est un point important, la disponibilité et le temps consacré aux patients, en particulier dans ces moments-là. C'est le moment de, sans transition, donner la parole au docteur Armelle Nicolas Robin, qui, dans un tout autre domaine, finalement, a des choses assez convergentes, je crois, à nous dire. Absolument. D'abord, merci beaucoup de me donner la parole et de me donner l'occasion de m'adresser à vous pour vous présenter un projet qu'on a développé donc, au sein de l'équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs pédiatriques de l'hôpital Robert Debré pour viser à améliorer les compétences relationnelles des soignants, justement. Donc, le préambule, il est exactement celui que vous venez de mentionner. Nous, on a fait, c'est pas du tout original, on fait le constat de l'absence totale de formation des étudiants en médecine à la communication. Et je rejoins tout à fait ma collègue pour dire qu'il y a du compagnonnage et de l'apprentissage sur le terrain, mais que de fait, la formation spécifique en communication ne serait sûrement pas luxueuse. Et en France, l'Observatoire national de la fin de vie avait mentionné dans son rapport qui date maintenant d'il y a déjà 10 ans que seulement 20% des patients étaient formés à l'annonce, des praticiens, excusez-moi, étaient formés à l'annonce de la maladie grave, ce qui semble très insuffisant, évidemment. Donc finalement, du côté professionnel de santé, on a le constat par les médecins et notamment les jeunes internes, médecins de demain, de leur difficulté à réaliser ces annonces. Ils ne sont pas du tout à l'aise dans cette communication difficile en raison d'un manque d'apprentissage absolument évident. Et en face, nous avons des usagers de la santé sur lequel l'impact psychologique peut être durable, non seulement sur eux-mêmes, mais évidemment également sur leurs proches, en fonction de la manière dont les annonces de diagnostic ou des événements ont été réalisées, plus ou moins avec empathie, plus ou moins brutalement, etc. etc. Donc finalement, fort de ce constat, et à la demande des internes que nous accueillons dans notre équipe d'accompagnement et de soins palliatifs pédiatriques, eh bien, nous avons commencé à institutionnaliser, instaurer des jeux de rôle avec des mises en situation de nos internes. Alors, tout ça était finalement assez informel, assez ludique, et devant une petite caméra de tablette, les internes se mettaient en situation et initialement, on avait pensé à l'annonce à un adolescent de l'incurabilité de sa maladie, à l'annonce à des parents de la rechute de la maladie à risque létal de leur enfant, de l'annonce de la décision médicale d'un arrêt de traitement à visée curative et avec des parents qui étaient clairement opposés à cette décision. Et donc, l'interne jouait évidemment le rôle du médecin qui annonçait toutes ces mauvaises nouvelles et le médecin senior ou un membre de l'équipe jouait ou l'enfant malade ou ses parents. Ce jeu de rôle était enregistré sur tablette pour permettre le visionnage a posteriori par l'interne, parce qu'en fait, on ne se rend pas toujours très compte de la façon dont on a pu s'exprimer durant le jeu, et c'est toujours très important d'avoir un retour sur image. Et puis, ça permet évidemment de débriefer un petit peu plus précisément ce qui s'est passé, ce qui a été fait bien, et c'est toujours important de le souligner, et ce qui peut être amélioré. Et puis, comme nos internes ont particulièrement apprécié ce petit jeu, finalement, nous l'avons proposé à l'ensemble des internes de l'hôpital, et notamment au cours d'une soirée organisée avec nos collègues de la réanimation, eh bien, nous avions invité tous les internes de l'hôpital et nous avions, les uns et les autres, s'étaient mis en situation pour refaire la même chose sur les mêmes scénarios. Et fort du succès de cette soirée, eh bien, on a commencé à être un petit peu plus ambitieuse en l'occurrence, puisque avec mes collègues de l'équipe, en l'occurrence Isabelle David, infirmière, et Ariane Agege-Bonnefond, la psychologue de l'équipe, nous avons envisagé de voir les choses en plus grand et notamment de créer un site web. Et nous avons intitulé ce projet « Effet domino » et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce projet est né en association avec la fondation qui s'appelait à l'époque la Fondation Adrea et l'université évidemment la PHP.
L'objectif principal du projet, de notre projet Effet Domino, était donc, vous l'avez bien compris, de sensibiliser les futurs pédiatres à la communication en situation complexe, notamment dans les situations de médecine palliative, puisque en l'occurrence, c'est notre spécialité, mais avec l'idée que lorsqu'on est capable de parler de médecine palliative, finalement, on est capable évidemment de parler de beaucoup d'autres choses également, afin que ces internes, futurs pédiatres, soient à leur tour, d'où l'effet domino, en capacité de sensibiliser et d'informer les usagers pédiatriques et leurs proches à la médecine palliative, et finalement probablement la société entière, puisque la médecine palliative est encore un sujet quelque peu tabou, vous me l'accorderez, en France. Et pour ce faire, nous souhaitions proposer donc des vidéos tutoriels de communication entre les soignants et les usagers pédiatriques, en l'occurrence, et leurs proches, autrement dit souvent leurs parents, surtout, et là je vais insister, encadré par une explication de texte, car l'idée n'était certainement pas de déposer sur une chaîne YouTube des vidéos sans aucunement pouvoir porter, et en tous les cas les faire accompagner d'un message pédagogique. Donc, la réalisation a pu avoir lieu. Nous avons répondu à un appel à projet donc par la fondation anciennement Adrea et désormais Aesio, mutuelle Aesio, et nous avons obtenu pour ce faire un financement de 10 000 € qui nous a permis de tourner en fait 15 scènes. Donc, nous avons proposé au service de l'hôpital Robert Debré, qui sont évidemment tous confrontés à des situations difficiles, de participer, chacun dans sa spécialité, et de créer un scénario qui finalement concerne leur quotidien, et de jouer leur quotidien d'annonces difficiles. Donc, les usagers étaient joués par des professionnels. Les films ont été réalisés par Gwenolé Livinec de la société Panitafilm, et puis le comité de pilotage, donc Isabelle David, Ariane Agege-Bonnefond et moi-même, nous avons écrit les textes d'habillage, donc de décryptage, d'analyse de chacune des situations pour, encore une fois, dispenser des messages pédagogiques d'accompagnement de ces vidéos. Et puis, donc, ces vidéos doivent être mises à disposition sur le site web avec les textes qui les accompagnent. Et ça, c'est une réalisation du service de communication de l'hôpital Robert Debré qui est en cours. Finalement, le site web, qui sera accessible via le portail de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, va présenter ces 15 scènes sur lesquelles il suffira de cliquer, vous voyez que de cliquer. Et puis, il y a le message qui est plus ou moins long en fonction des vidéos. Et vous voyez sur votre écran qu'il y a parfois des mots qui sont en gras comme ça, et sur lequel, en fait, il y a un lien qui je vous le montrerai par la suite, qui transfère vers des articles ou autres. On reviendra là-dessus. Donc, toutes les vidéos commencent par une introduction. Le diagnostic de myopathie de Duchenne, maladie récessive liée à l'X, vient d'être porté chez le fils de Madame D. Madame D a été prélevée afin de déterminer si elle est conductrice de la maladie. Elle vient chercher son résultat. Voilà, donc toutes les scènes, toutes les 15 vidéos sont construites comme ça. Il y a toujours cette petite introduction qui est toujours la même, avec évidemment le scénario qui est annoncé pour chacune d'entre elles. Je vous montre un exemple. Benjamin, lycéen de 16 ans, présente depuis plusieurs années des symptômes digestifs faisant suspecter une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, MICI. Il est accompagné de sa maman pour le premier entretien après l'endoscopie à visée diagnostique. Bonjour. Bonjour, allez-y, rentrez, je vous en prie. Bonjour. Benjamin, bonjour. Bonjour. Je te laisse t'asseoir. Bonjour Benjamin. Bonjour madame. Bonjour. Je me présente, je suis docteur Dugelet, je suis un des médecins de gastro du service. On a eu l'occasion de se voir en consultation. Et je vous présente Maude qui m'assiste aujourd'hui. Je suis infirmière d'éducation thérapeutique, donc je m'occupe principalement des maladies digestives de l'intestin. Voilà. Donc on se voit aujourd'hui parce que tu as eu ta coloscopie ce matin, et qu'on voulait refaire un petit peu le point et vous dire un petit peu ce qu'on en conclut aujourd'hui. D'abord, comment tu as vécu ton endoscopie? Ça va. Ça va? J'ai dormi, non, j'ai pas... D'accord. Non. Bon. Alors, aujourd'hui, donc, on est allé voir le tube digestif avec une petite caméra, c'est ce qu'on appelle une endoscopie, donc par le haut et par le bas. On est remonté sur un certain nombre de centimètres et ça nous a permis de mettre en évidence des lésions,
C'est-à-dire qu'il y a des zones sur ton tube digestif qui sont abîmées, qui sont inflammatoires. Et ça nous permet aujourd'hui, à faire tout ce parcours que vous avez depuis des semaines avec tous ces symptômes, de mettre un nom sur ta maladie. Ça s'appelle une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ça veut dire quoi, chronique? Alors, chronique, ça veut dire que c'est une maladie que tu vas avoir toute ta vie, d'accord, qui va pouvoir être endormie, en quelque sorte, avec les traitements qu'on va pouvoir te donner. Je vais être malade toute ma vie. Alors, tu n'es pas forcément malade toute la vie. Tu as la maladie toute la vie, mais tu n'as pas forcément de symptômes. Si le traitement est bien adapté, tu n'as pas de symptômes, tu n'as pas de poussée de ta maladie. La maladie est endormie. Je dois prendre des comprimés, quoi. Alors, ce n'est pas forcément des comprimés. Ça peut être des comprimés, effectivement, mais ça peut aussi être des perfusions à l'hôpital. Parce que je dois venir à l'hôpital. Alors, ça dépend un peu du traitement qu'on va mettre en place. Il y a 2 types de traitements. Il y a le traitement de la poussée et il y a le traitement de fond, le traitement qui va permettre d'éviter justement de refaire des poussées. Et c'est dans ces traitements de fond, il peut y avoir les 2 types, soit par la bouche, soit par les perfusions. Et ça, c'est un petit peu, quand on aura un peu mieux caractérisé ta maladie, qu'on pourra mieux répondre à cette question. Voilà, donc ça c'est un premier extrait d'une première vidéo. Vous voyez qu'il y a évidemment plutôt une annonce qui est faite de façon adaptée à l'adolescent en répondant sans fuite à ces questions évidemment, mais sans pour autant effectivement lui annoncer des catastrophes. Donc c'est vraiment du pas par pas, etc. Donc, et tout ça de la même façon c'est débriefé dans le texte qui accompagne la vidéo. Je vous montre un deuxième extrait, si vous voulez bien. D'accord. L'HAD, ça permettrait de rentrer à la maison, c'est ça? C'est ça. Et de continuer les soins comme à l'hôpital. Alors, s'il y avait un problème, d'habitude, quand vous êtes dans la chambre, vous appuyez sur la sonnette, puis l'infirmière vient. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est prendre le téléphone, et puis l'infirmière vous répond, et puis si nécessaire, elle se déplacera en plus de ce qui était prévu pour voir comment elle va. D'accord? Mais vous dites que c'est comme à l'hôpital, mais ça veut dire que si on appelle, vous pouvez venir si, tout de suite. S'il y a un problème, vous pouvez venir tout de suite. Alors, on peut vous répondre tout de suite au téléphone, et puis il y a un délai quand même pour que la puéricultrice se déplace si elle devait se déplacer. Quant à moi, le pédiatre, je suis là la journée, mais je ne peux pas forcément venir en urgence. Parfois, je peux me déplacer en urgence. Mais sinon, je crois qu'elle a un hôpital de proximité, l'hôpital Jean-Verdier. Oui, elle a... Donc, un hôpital de jour, ils ont l'habitude de vous voir assez rapidement si nécessaire. Et puis, si c'est une grande urgence, il y a le SAMU qui peut intervenir pour venir me soigner. Ah, la vidéo, semble-t-il, est interrompue. Est-ce que du côté d'Armel, on est encore là? Je sais que la vidéo est très lourde. Oui, je pense qu'il y a une petite interruption du faisceau de son côté. C'est finalement assez voisin de ce que Laurence nous montrait un peu plus tôt. Il y a un travail vidéo qui est assez exceptionnel. Là. Ici, on voit qu'ils ont fait appel à des professionnels pour le tourner. Mais au-delà de la qualité de la vidéo elle-même, il y a un choix qui est assez différent du vôtre. C'est, Laurence en tout cas, c'est d'avoir montré plutôt ici des professionnels qui visiblement sont dans la bonne approche, entre guillemets, sans qu'on parle de recettes, mais qui sont dans la bonne approche de ce qu'il conviendrait de faire, versus les simulations que vous nous avez proposées tout à l'heure, Laurence, où on voyait plutôt la mise en difficulté potentielle des professionnels. Et donc, moi, je trouve ça intéressant. Donc, Armel, on vous a retrouvé, on vous avait perdu un instant. Je savais que la vidéo était un peu lourde et qu'il y avait ce risque qu'on se perde en cours de route. Je disais simplement que sur les vidéos qu'on a vues là, il y avait, par rapport aux vidéos précédentes,
une différence de positionnement, puisque là, on voit plutôt la pratique entre guillemets recommandée, versus les vidéos qu'on a vues jusqu'à maintenant, qui étaient plutôt des vidéos où les professionnels étaient un peu mis en difficulté par la situation. Donc, est-ce que vous avez fait un peu ce choix ou est-ce qu'il y a d'autres vidéos qui sont dans un autre registre? Alors, en pratique, on avait plutôt fait le choix, effectivement, de montrer l'exemple. Force est de constater que néanmoins, même en voulant bien faire, de temps en temps, on se laisse évidemment porter par ses émotions et que notamment, ce n'est pas forcément celle que je vous ai sélectionnée, mais il y a notamment la vidéo concernant un refus de décision d'arrêt de traitement pour une enfant hospitalisée en réanimation, où les parents sont extrêmement virulents et où effectivement, il est difficile d'absorber toute cette agressivité sans non pas sans y répondre agressivement, loin s'en faut, mais en faisant plume de canard, j'allais dire, c'est pas si facile que ça d'absorber l'agressivité potentielle. Et donc, on aurait pu... Et là, justement, il s'agit de débriefer la réaction médicale face à l'agressivité en essayant de temporiser, quitte même peut-être à mettre un stop à l'entretien si vraiment il y a du débordement. Et on peut aussi, grâce à ces vidéos, faire passer les messages de communication si elle devient trop violente et de l'attitude qu'on pourrait aussi avoir adoptée, même si ce n'est pas forcément celle qui a été adoptée dans la scène jouée en quasi-réalité en fait, hein, c'est quasiment du réel. Est-ce que vous souhaitez que j'essaye de passer les dernières diapos, même éventuellement sans revenir sur les vidéos ou le temps imparti? Dites-moi. Alors, effectivement, on s'approche de la fin du temps de cette première séquence en tout cas. Et je pense qu'au-delà des questions qui nous sont posées, les participants aimeraient connaître aussi les résultats que ce type de simulation, ce type de jeu de rôle ont pu donner d'abord à petite échelle auprès des collègues avec lesquels vous êtes en contact, et c'est déjà un point important. Et puis, le fait d'avoir choisi la vidéo, j'imagine que c'est aussi pour pouvoir toucher au-delà de vos collègues les plus proches, les autres collègues de l'établissement, voire... moi, je trouve que c'est une modalité intéressante pour toucher éventuellement d'autres qui n'auraient pas eu les moyens de développer ce type d'outils. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si vous avez vu un avant et un après ce type de séquence de formation? Alors, comme je vous l'ai dit, là, le site web, il n'est pas encore ouvert, en fait, hein. Donc, pour l'instant, on a des diffusions qui sont quand même très parcellaires, hein. Ce qui est certain, c'est que tous les collègues qui ont participé au tournage des 15 vidéos ont trouvé l'expérience très enrichissante, très intéressante et très enrichissante, parce qu'effectivement, ça fait clairement réfléchir sur les modes de communication, sur la façon dont on s'adresse aux gens. Donc, il y a, ne serait-ce que par les vidéos, il y a une sensibilisation à cette difficulté communicationnelle, tout simplement. Et si besoin était, on fait encore le constat qu'on n'est pas très bon dans l'exercice, hein, mais parce que de fait, on ne nous l'a pas appris. Donc, on apprend un peu aux dépens des usagers à s'améliorer. Et je pense qu'au fil du temps, on finit par s'améliorer, moi j'espère. Hein. Mais pour autant, effectivement, les débuts sont un petit peu compliqués. Donc, si on peut aider les plus jeunes à être moins dans la peine que nous au démarrage, eh ben, tant mieux. En tous les cas, c'est le but. Hein. C'est clairement le but. Hein. Et je pense qu'en tous les cas, les internes auxquels on a pu montrer ces vidéos-là trouvent effectivement que ça peut être un bon outil. Alors, est-ce que ça va révolutionner la communication avec les patients? Restons modestes. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à révolutionner la communication, mais si on peut aider à l'améliorer, on n'aura pas perdu notre temps. Voilà. Laurence alors, la première fois qu'on a diffusé au JFR, on était très très peu nombreux à cette séance parce qu'elle est pas programmé dans un horaire qui était adapté, c'était décevant. Mais comme on avait gardé ces vidéos, donc je les ai utilisées en fait l'année dernière, justement, cette année plus exactement, pour l'enseignement des internes que je faisais avant avec d'autres outils. Enfin, je continue, c'est toute une journée qui est consacrée à la relation avec le patient pour les internes de radiologie. Ils ont eu avant dans leurs études, en fonction des facultés, aussi de l'enseignement, qui quand même, alors, qui dépend des facs, par exemple. Sur Paris-Saclay, il y a un labo de simulation où il n'y a pas que de la simulation manuelle, il y a aussi de la simulation d'entretien.
Mais c'est assez variable suivant les facs. Grenoble est très en avance. Souvent, ils sont assez, c'est une fac qui est toujours, ça a été cité dans le chat, là, et c'est vrai qu'ils sont souvent moteurs pour ce genre de choses. En tout cas, ce que je ressens, moi, c'est quand même un changement progressif, mais lent, sur la façon dont on parle aux patients. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un changement par rapport à avant, où le patient était un peu comme un numéro. Il y a sûrement des cas où c'est encore le cas maintenant, mais en écho, c'est à peine si on disait bonjour, on met du gel et hop, on passe sa sonde et on dit même pas au revoir. Je pense que c'est de moins en moins le cas. En tout cas, j'ai l'impression que les internes avec qui je travaille n'ont jamais cette attitude. Voilà, peut-être parce qu'ils sont avec moi. Voilà. Ils sont aussi désireux. J'ai fait plusieurs annonces difficiles récemment et à chaque fois, voilà, les jeunes assistants ou internes m'ont dit est-ce que je peux venir, voilà. Et ils sont désireux de savoir comment on fait. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif. Et donc, voilà, notre grande difficulté en radiologie, c'est le débit. Il ne faut pas se voiler la face. C'est le temps. C'est le temps. Vraiment, c'est un vrai problème. Et je pense que nos participants aussi, on a beaucoup parlé des internes et des jeunes professionnels, de leur cursus de formation initiale, etc. On a tous, dans nos vies personnelles, eu affaire à des médecins qui n'étaient pas forcément des jeunes médecins, et on a pu avoir des choses à dire sur leurs compétences relationnelles aussi. Et il se trouve que dans la majorité des cas, et vous le disiez Laurence, c'est un colloque singulier, donc il y a juste le professionnel, le patient. Donc comment faire toucher du doigt, y compris aux médecins seniors, hein, sur lesquels on pourrait vouloir compter pour former des plus jeunes, mais eux aussi, quelque part, pour remettre en question leur savoir-faire en la matière, les sensibiliser eux aussi, leur faire comprendre à quel point les paroles employées, vous le mettiez dans votre présentation, peuvent avoir des conséquences sur le ressenti et le vécu des patients. Comment peut-on s'y prendre pour avoir une action plus globale, y compris chez les professionnels les plus âgés? Et puis, comment fait-on aussi pour mesurer cela? Parce que qui peut nous dire ce qui se passe, que ce soit en bien ou en mal, dans le colloque singulier entre le médecin et le patient? Le mal, on le sait de plus en plus par les lettres patients, lettres de plainte, qui sont transmises au chef de service. Donc ça, c'est pour les hôpitaux. Pour les cabinets de radiologie, il y a en général, ça va de pair avec l'attractivité, je pense, aussi, d'un cabinet. Comme il n'y a pas énormément d'offres, ça dépend un petit peu des régions, mais en général, de toute façon, les patients n'ont pas forcément le choix. Et donc, bon, c'est quand même le facteur limitant. Et donc, je pense que dans les services publics, ce sera les enquêtes de satisfaction qui pourront nous aider, les commissions des usagers, où à chaque fois donc, sont remontées les plaintes de patients et la façon dont on y a répondu. Je pense que c'est quand même vachement instructif. Moi, maintenant que je suis chef de service, voilà, c'est quelque chose pour lequel je suis très sensible. Donc, j'essaie d'y répondre le mieux possible et je vois justement les écueils. Et donc, je ne sais pas s'il va y avoir probablement la Société française de radio peut proposer également une charte, peut proposer voilà, des règles, entre guillemets, voilà, de bonne conduite ou des choses comme ça. Oui. Des recommandations de bonne pratique. Des recommandations de bonne pratique. Voilà, qui seraient partagées sur un nombre de sujets peut-être limité. Et vous, Madame Nicolas Robin? Alors, nous, ce qu'on a déjà prévu, c'est effectivement, lorsqu'on aura ouvert l'accès au site web, c'est de monter en puissance. C'est-à-dire que pour l'instant, on avait prévu de commencer effectivement par les internes de pédiatrie, puis ensuite aux internes non pédiatres,
et puis également l'accès aux autres soignants, y compris plus âgés. Donc l'idée, c'était effectivement de monter en puissance progressivement, mais finalement de ne pas limiter l'accès à ce site web à quelques soignants que ce soit. Alors, je reste sur l'idée soignant et pas non soignant, parce que, même si elles sont accompagnées, c'est quand même des vidéos qui concernent très souvent des situations palliatives, donc qui peuvent être perçues comme violentes, quand on n'est pas aguerri à ce genre de situation. Il y a des scènes qui sont difficiles à regarder, vraiment. Je pense notamment au réalisateur qui, lui, n'était pas du tout dans le milieu médical et qui a trouvé ça difficile de filmer ça, de filmer ces scènes-là, avec les propos qui peuvent être tenus. En plus, les professionnels de santé ont tellement joué le jeu qu'il y a même des scènes où il y a des patients, professionnels de santé, joués par des professionnels de santé qui se prennent tellement à leur rôle, qui pleurent. Enfin bon, il y a des choses qui sont assez violentes finalement. Donc, on avait vraiment fait le choix réfléchi initialement de ne pas diffuser grand public ces vidéos. Ça se veut vraiment des outils pédagogiques professionnels et vraiment j'insiste là-dessus. Et puis effectivement, outre les vidéos, moi je reviens encore là-dessus sur le fait que nos vidéos, elles sont habillées par des textes avec des messages pédagogiques, encore une fois, mais pas seulement. Vous voyez, je vous ai passé l'extrait, alors qui manifestement a été coupé, mais sur l'HAD, parce que c'est aussi un moyen de transmettre des informations aux professionnels de santé qui ne connaissent pas forcément tous les dispositifs, alors de l'hospitalisation à domicile, mais ça peut être aussi de tous les dispositifs qui encadrent la médecine palliative, les situations de fin de vie, etc. Donc c'est aussi, outre la communication, un formidable outil également d'information. Okay. Eh bien, écoutez… Une toute petite chose sur l'équipe, puisque là, c'est très médical, on parle beaucoup des médecins, mais la relation, elle est vraiment multi-profession. Et donc, en radiologie, si l'accueil n'a pas été bon, si ça commence déjà comme ça, la prise de rendez-vous, l'accueil, le secrétariat, les aides-soignants, les manipulateurs, il y a des infirmiers aussi dans le service de radiologie interventionnelle. Et donc, ça, c'est, on doit, la qualité, elle passe, c'est pour tout le monde. Et donc, c'est vraiment une équipe qui doit se mobiliser et pas tous les médecins. Donc, moi, je travaille vraiment beaucoup avec les équipes et les cadres et c'est comme ça qu'on progressera. Ouais. Et c'était clairement une des raisons pour lesquelles j'avais choisi effectivement de vous passer un extrait avec l'adolescent, parce qu'il y avait une infirmière qui était également, qui accompagnait le médecin d'éducation thérapeutique, et c'est elle qui va communiquer avec l'adolescent pour lui expliquer sa pathologie également. Tout à fait d'accord. Écoutez, merci à toutes les deux pour ce partage d'expérience. Alors, comme chaque fois, au cours de ces webinaires, on n'a jamais assez de temps pour faire le tour de la question, évidemment, en 1 heure. Mais on prolonge la discussion avec les membres de l'IFEP pour une petite demi-heure supplémentaire, de façon à ce qu'on puisse entrer encore un peu plus dans le vif du sujet, poser davantage de questions. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous donner rendez-vous, puisqu'il n'y aura pas de webinaire en juillet et en août, en septembre, à tous ceux qui nous ont suivis. Donc, un grand merci aux uns et aux autres. Rendez-vous le 9 septembre. Et pour les membres de l'IFEP, on poursuit pour une petite demi-heure sur un autre canal, comme à chaque fois. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Laurent, on se retrouve tout de suite sur l'autre lien. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre mon train. OK. Donc, à tout de suite. Et Armel, à tout de suite.